Tout près de Saint-Cyr-la-Popie, le Lot rencontre le Célé. C'est l'un de ses principaux affluents. Il permet de remonter jusqu'à Figeac, la perle de cette rivière. Édifiée autour d'une abbaye, cette ville fut l'une des grandes cités marchandes du Quercy au XIIIe et XIVe siècle. Son cœur urbain médiéval est un joyau d'architecture. Voilà, puis le panorama sur la ville avec la colline du Cingle. C'est vrai qu'ici c'est vraiment très impressionnant. Donc la maison volet bleu, c'est la maison. Benjamin Philippe connaît parfaitement le patrimoine de sa ville qu'il fait découvrir aujourd'hui à un étudiant en architecture. Cette ville est située au carrefour du Rouergue, de l'Auvergne et du Quercy. Au XIIIe siècle, banquiers et riches négociants de Figeac font fortune dans l'Europe entière. Ils font construire dans leur cité de magnifiques maisons. Voilà, donc la plus ancienne porte de la ville, dont je t'ai parlé. Donc c'est une porte médiévale. Oui. L'encadrement est donc médiéval, a été remanié à la fin du Moyen-Âge, sur la partie centrale, fin du XVe siècle. Et le ventail en bois est le ventail de porte le plus ancien de la ville, que l'on date du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle, qui reprend des formes de la Renaissance. Comme Figeac était une ville assez prospère, assez riche pendant plusieurs siècles, il y a des familles qui se sont implantées et qui ont fait évoluer leur maison. Donc ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a différentes époques qui sont rassemblées et qui marquent cette continuité de l'histoire de la ville. Il y a beaucoup de petites ruelles à découvrir, de petites placettes, de petites cours intérieures, de portes aussi. Ça vaut le coup de venir et de prendre le temps de parcourir ces rues pour mesurer l'ampleur de la richesse de la ville. Depuis plus de 30 ans, le centre de Figeac est un secteur sauvegardé. Toutes les demeures anciennes sont restaurées. L'une des mieux conservées est l'hôtel de la Monnaie. Nous voilà devant la maison de la Monnaie, la maison que l'on connaît à Figeac sous le nom d'hôtel de la Monnaie, qui en fait est une maison de marchand du XIIIe siècle, qui n'a rien à voir avec un atelier de frappe monétaire. Le rez-de-chaussée, donc, c'était affecté à la boutique ou à l'atelier de la maison. Donc 4 grandes arcades qui s'ouvraient sur la rue. Donc la rue était beaucoup plus étroite de fait pour le passage des gens qu'elle ne l'est aujourd'hui. Au premier étage, là c'est très bien conservé, on avait la pièce à vivre des habitants de la maison. Donc c'est une sorte de grande salle qui servait un peu à tout, qui servait à recevoir, qui servait à se montrer, qui servait à vivre, etc. C'est vraiment la pièce de vie et de réception de la maison. Ce qui est caractéristique notamment, c'est le décor de feuillage du XIIIe siècle, donc, qui est entièrement conservé au niveau du premier étage. Ah, ouais. Voilà. Voilà, donc les fenêtres médiévales de l'hôtel de la Monnaie, les fenêtres du XIIIe siècle, qui ont conservé leur architecture d'origine, avec ces coups-sièges, qui sont en fait des sièges en pierre, des grands sièges en pierre, qui permettaient d'avoir en fait une vue directe sur la rue, en s'asseyant donc sur ces sièges pour lire, pour travailler, pour coudre, etc. Donc c'était un élément de confort qui était vraiment voulu de la part des bourgeois pour rendre plus agréable leur maison. Sous les toits, ces galeries ouvertes sont typiques de l'architecture figeacoise. Les soleillots servaient à faire sécher de la laine ou des fruits. Dominant la ville, la maison du représentant du roi au XIVe siècle, le viguier. Dans cette demeure, Benjamin veut faire découvrir à Thomas un petit Éden. Une présentation, une petite évocation en fait de ce que pouvait être un des jardins de la ville au Moyen-Âge, dans une grande demeure médiévale, une demeure privée, un espace que peu de Figeacois en fait connaissent. Donc, ce qui est caractéristique en fait, c'est le mélange de l'architecture et des plantations et du jardin. Donc on retrouve des petites essences qui en fait évoquent ce qu'on pouvait avoir dans les jardins médiévaux, et les galeries qui sont des reconstitutions de galeries médiévales qui nous plongent dans l'atmosphère intime, un peu, un peu secrète de la ville médiévale.
On n'est pas très loin de l'architecture du cloître, même si on est vraiment dans un cadre d'agrément et pas du tout dans un cadre religieux. Au Moyen-Âge, les jardins sont parfaitement symétriques et s'organisent autour d'une fontaine. À 2 pas de l'église Notre-Dame du Puy, voici l'ancien séminaire datant du XVIIe siècle. C'est le lieu le plus étonnant de Figeac. Voilà. Nous sommes dans l'appartement du prêtre de Notre-Dame du Puy, qui vivait donc ici à la fin du XVIIe siècle. Et donc ce que tu vois, c'est le salon d'apparat de son appartement. Il a créé un véritable petit musée, avec des toiles entourées de boiseries sculptées, inspirées de l'art italien. C'est un décor qui est très riche, très foisonnant, qui est complètement baroque, et qui est le reflet de l'esthétique donc de cette époque-là, de la fin du XVIIe siècle, le cadre de vie quotidien d'un prêtre assez influent, assez important pour la ville, qui voulait asseoir son autorité morale sur la ville à travers ce décor très riche. Ici, vous avez avant tout des scènes bibliques qui sont des copies de toiles de maîtres, de grands maîtres réputés de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle. Et ce commanditaire a fait le choix, à partir de gravures, de demander en fait à des peintres artisans la reproduction de certains tableaux très connus qui, par ailleurs, sont conservés dans de grands musées français ou européens. Cette toile rappelle le retour d'Égypte, une célèbre peinture de Rubens conservée à Anvers. Avec tous ces tableaux, le prêtre réaffirme la présence catholique dans la cité. Car Figeac a été pendant 50 ans une ville protestante. Dans les Causses du Quercy, ces falaises recèlent des curiosités géologiques, presque uniques au monde. Elles ont été le théâtre d'une grande épopée industrielle. C'est parti. Une équipe composée d'experts et de bénévoles s'apprête à faire une descente vertigineuse dans ce puits profond de 30 mètres. Ah ben voilà, un joli puits, un joli trou. Et c'est des mineurs qui au 19e siècle ont creusé tout ça à coups de pioche et de pelle à la recherche du phosphate. Et ben nous, on va aller voir ce qu'il y a au fond. La découverte du phosphate est une véritable aubaine pour la région. Il sert à fabriquer de l'engrais. En 1870, 2000 ouvriers exploitent cette phosphatière. Les minerais sont transportés en gabarre sur le Lot jusqu'à Bordeaux et envoyés en Angleterre. Mais après 15 ans d'exploitation, de nouveaux gisements sont découverts en Afrique. Les mineurs abandonnent les phosphatières, laissant ces cavités béantes. C'est aujourd'hui un site exceptionnel que Thierry Pellissier cherche à sauvegarder. Depuis le 19e siècle, la végétation a repris ses droits et ça donne ce genre de site, des sites extraordinaires, avec beaucoup de magie qui émane de ça. Il y a des contrastes avec les rouges des argiles, le gris de la paroi, le vert des fougères, ça c'est assez exceptionnel. Des fougères dans les gouffres comme ça sur le Causse, c'est rarissime, sauf dans les phosphatières. L'équipe s'enfonce dans ces galeries, empruntées autrefois par les mineurs. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, ils extrayaient un mélange d'argile et de phosphate, puis triaient le minerai à la surface.
Ouais. Ah mince alors. Ah ouais, non, ça c'est chouette alors. Regarde ça, toutes ces traces de piquetis, ça a été entièrement curé tout ça. Ce sont des marteaux, ce sont des pioches, ce sont des baramines qui sont venus taper contre la roche pour dégager toute cette argile qui remplissait toute cette cavité. Et puis ils arrivent sur cette poche et ils y cognent. Et ils y vont, et ils y vont, et tu as les traces. Les traces des outils, c'est fou, on a l'impression que ça a été fait hier, ça. Et pourtant, ça a 150 ans. Et il y a même un peu de phosphate qu'ils ont laissé, mais c'était pas terrible. Hein. Donc, on le voit ici en petite croûte, là, tout le long du rocher, là. Il y a quelques traces de phosphate, mais enfin, c'est pas avec ça qu'ils auraient fait fortune. Hein. C'est pour ça qu'ils ont abandonné quand même. Ils sont arrêtés. L'argile, laissée par les mineurs, contient une multitude de fossiles. C'est un site de fouille extraordinaire pour les paléontologues. Pierre-Olivier Antoine est le spécialiste des grands mammifères disparus. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne tombe pas avec. Donc, vous voyez, on a une vertèbre là de ruminant. Hein. C'est presque la taille du chevreuil, hein. Donc c'est déjà une belle bête. Ouais, une bête, ça, c'est des animaux qui sont tombés dans la grotte ou qui ont été emballés dans de la boue des rivières de l'époque. Hein. Et les points les plus bas étant ici, tout a été entraîné vers les points bas. Donc on va retrouver aujourd'hui, emballés dans la même argile, qui elle aussi a 31 millions d'années, ces restes d'animaux qui ont aujourd'hui disparu. Ce qui est très particulier dans les phosphatières, c'est la diversité qu'on va trouver et surtout la durée. C'est-à-dire que ces fossiles, en fait, on en trouve sur une trentaine de millions d'années en continu, entre 50 et 20 millions d'années pour faire simple. Et ça, c'est vraiment très particulier. On va voir ce que ça donne. Ah oui. Regarde, ça c'est super, ça. Des morceaux d'argile contenant des fossiles sont prélevés pour être tamisés. Et à l'extérieur, la chasse au trésor se poursuit. T'as vu ça? Ah oui, c'est une super pièce. Il n'y a pas de doute. Supérieure, sans doute. Ah oui, oui. Pour être effilé comme ça, c'est une supérieure. Voilà. Donc une canine bien tranchante d'un carnassier genre proche du tigre à dents de sabre. Là, on est à 30 millions d'années. Et à l'époque, le climat dans la région était de type tropical, enfin en tout cas très chaud. Et c'est pour ça qu'on a une faune qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'est une pièce de musée. C'est un spécimen qui peut enrichir n'importe quelle vitrine de musée, si possible, dans le Quercy. Et puis on s'y attendait pas avec ce qu'on avait vu sous terre quand même. Ah non, ça fait partie des bonnes surprises. C'est la vérité du tamis. La vérité du tamis.